coach de basket pour le moment. Après, peut-être qu'on va s'élargir. Aujourd'hui, on est avec Machou. Machou, un coach que moi j'aime beaucoup, parce que je le connais depuis très longtemps, et originaire de Bonneuil. Bienvenue Machou. Salut. Alors aujourd'hui, on est à Saint-Maur, ton club actuel, où tu entraînes l'équipe L3 et une autre équipe, c'était laquelle? Les U17 qui sont en région. On essaie de se qualifier pour la région élite, donc je m'occupe de la nouvelle génération, celle qui va progresser et peut-être intégrer l'équipe de L3 un jour. Ok, très bien. Donc du coup, une équipe jeune plus l'équipe senior. Exact. Très bien. Alors, généralement, dans la parole au coach, on commence toujours par le parcours. Est-ce que toi, tu peux, aujourd'hui, comme on l'a dit, tu es à Saint-Maur, tu as l'équipe N3 et l'équipe U17 région. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours? Mais avant ça, si tu peux nous dire, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir coach de basket? Ok. Alors, bonjour à tous. Donc, du coup, moi, j'ai commencé le basket tout à fait par hasard. Au début, dans ma ville, à Bonneuil-sur-Marne, il n'y avait pas du tout de basket. On faisait du hand, du coup. On faisait du hand, mais bon, il n'y avait pas une basket à côté. C'était un peu l'époque Michael Jordan. C'est vraiment début des années 90. Donc, du coup, ça nous a fait pas mal rêver. Et puis, d'un coup, on a pu s'inscrire dans une équipe de basket à 14-15 ans. Ce qui, entre guillemets, est tard. À l'époque, on était débutants. Donc, du coup, de fil en aiguille, on est devenu joueur. Après, on a progressé doucement. On est vraiment resté un peu dans le club de Bonneuil. Donc, du coup, c'est vraiment devenu notre truc. On faisait ça matin, midi, soir. On est vraiment devenu mordus. Donc, du coup, après, j'ai intégré les équipes seniors aussi. Bon, après, évidemment, au bout d'un moment, on tournait en rond un petit peu à Bonneuil. Donc, on a voulu voir un peu ailleurs. Donc, du coup, je me suis expatrié. Je suis passé de Bonneuil à Colombes en tant que joueur senior. Et donc, du coup, j'ai passé. À quel niveau à peu près? C'était, en fait, je suis passé de départ à R2. Voilà, donc, du coup, c'est pas une grande différence de niveau, mais il y avait un coach qui était quand même plus aguerri. Et je te cache pas que pendant un an, je pense que le fait d'avoir vu ce coach, ça m'a donné beaucoup envie de coacher parce que ça ressemblait un petit peu au maître d'école. Tu sais, quand on est jeune, on respecte le maître d'école. Et ce coach-là, qui s'appelle Thierry Italien, il se reconnaîtra s'il voit la vidéo, il avait vraiment cette prestance et cette carrure où personne parlait à lui manquer de respect, etc. Moi, même si des fois il y a eu des soucis comme dans toutes les équipes, mais il représentait vraiment la figure, le boss, quoi. Et du coup, quand je le regardais, je me disais, j'aimerais bien être comme lui. J'aimerais bien être le boss. Donc, du coup, de fil en aiguille, j'ai joué une seule saison là-bas, mais j'ai beaucoup regardé comment il me manageait. Ça m'a beaucoup plu. Du coup, je suis revenu après dans le Val-de-Marne en R2 dans ces niveaux-là. De toute façon, je n'ai pas joué plus haut. Et ensuite, au bout d'un moment, une fois que j'ai vécu des expériences à gauche à droite, je me suis dit, pourquoi pas ramener toute cette expérience dans mon club de base et de cœur, qui est Bonneuil-sur-Marne. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai coaché des équipes en jeunes. Ensuite, je me suis lancé dans l'aventure senior, où je suis passé de D2 après à D1. Après, on m'a confié l'équipe première, je suis monté en R3. Enfin, j'ai commencé en R3, on est monté en R2. Et après, Bonneuil, entre guillemets, c'est un club qui est aussi un peu qui n'a pas ses limites, je vais dire, mais on a toujours des petites routes de génération, donc du coup, c'est difficile de passer le niveau. Exactement. Donc du coup, de fil en aiguille, après, j'ai quand même aussi coaché, après, je suis parti dans la filière féminine. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Ça s'est pas. Ça marche, d'accord. Et du coup, de fil en aiguille, avec la discussion qu'on peut avoir avec toi ou d'autres coachs, on m'a conseillé de garder un pied à Bonneuil, mais aussi d'avoir un pied à l'extérieur. Donc du coup, j'étais à Bonneuil et en même temps à Saint-Maur. Et du coup, tout doucement, j'ai mon pied qui s'est décollé de Bonneuil et je suis complètement à Saint-Maur. D'accord, très bien. Justement, comme tu l'as évoqué et tout, très rapidement, je vais revenir déjà sur ton parcours et comment tu as commencé en tant que coach. Et je veux juste savoir, au-delà de ton envie d'être un coach, de manager une équipe, de pouvoir chapeauter un peu tout ça, parce que justement, tu passes de joueur senior à former des jeunes. Dans ta formation, comment ça s'est passé? Comment tu as organisé ta formation, au-delà du fait que ce soit par la fédération, quoi que ce soit, ou par le comité? Comment toi, tu t'es formé en tant que coach? Alors, au départ, la première fois que j'ai coaché, donc on m'a suggéré d'aller passer les formations, qui était initiateur au tout départ. Donc du coup, on y est allé, on nous a expliqué comment développer des séances, etc. Mais entre 99, donc c'est la première année où je suis passé, donc j'avais 17-18 ans,
jusqu'à 2017, j'avais passé aucune autre formation. C'était purement de la recherche sur Internet. Après, il n'y avait pas tout de suite Internet au début des années 2000, mais ça s'est quand même bien développé. Donc, je ne vais pas parler d'autodidacte, mais on a beaucoup été regardé sur Internet, sur des fichiers. Il y avait des choses qu'on pouvait imprimer, on en faisait des cahiers. On a aussi beaucoup acheté de livres. Donc, c'est vraiment purement comme ça que s'est fait ma, entre guillemets, formation. Ensuite, après, il y a évidemment aller voir d'autres coachs, aller voir d'autres séances. Mais avant d'avoir ce besoin de passer les diplômes pour pouvoir avoir accès à des meilleures équipes, la formation, on va dire, fédérale, elle n'était pas du tout quelque chose qui m'a attiré. C'était plutôt, je vais regarder dans ce bouquin, il y a eu telle chose qui est écrite dessus, je vais essayer de la mettre en place avec mon groupe. Bon, après, évidemment, il y a les barrières, les niveaux que j'avais au départ ne me permettaient pas de tout mettre en place. Mais de fil en aiguille, le fait de partir un peu en vraie formation, donc après c'était le CQP. Bon, aujourd'hui, il y a plus le DE qui m'attire aussi. Mais ces formations-là, en fait, malheureusement, le contenu, je ne l'ai pas trouvé si profond que ça, mais par contre, il y a une vraie richesse à l'intérieur. C'est les discussions qu'on peut avoir avec les formateurs et surtout avec les autres stagiaires, les autres coachs. Justement, on avait fait, je crois, technique ensemble. Et effectivement, moi, je trouve que le plus intéressant, en fait, finalement, dans la formation, c'est de rencontrer avec d'autres coachs, en fait. Des échanges. Voilà. C'est le plus enrichissant parce que c'est, entre guillemets, une plateforme qui permet de faire rencontrer pas mal de coachs et les formateurs, justement. Ouais. Et ce qui nous a le plus aidé, en tout cas, dans cette formation, après, peut-être que d'autres, ça va résonner dans la tête des autres coachs, c'est vraiment confronter ses idées avec les autres coachs et aussi dire un peu ce qu'on fait. Et il y a des coachs qui disent ouais, ça c'est pas mal, moi je fais plutôt ça. Et en fait, au fil en aiguille, dans une discussion, il y a de la progression, donc c'était vraiment bien. Ok, très bien, je suis totalement d'accord avec ça. Et justement, tu as évoqué le fait que tu as coaché les jeunes, les seniors, et ainsi de suite. On va juste rester sur les jeunes pour l'instant. Si tu devais citer les différences entre guillemets entre coacher les jeunes, parce que naturellement on sait que c'est la formation et tout, parce que pour moi, U17, on est entre la formation et la préparation de niveau senior. Donc du coup, pour toi en tant que coach qui connaît les attendus en senior, comment tu coaches les jeunes U17 par exemple? Est-ce que ça diffère? Oui, parce qu'il y a quelque chose par exemple que je fais mal avec eux, mais qui est important, c'est la patience. Moi, souvent, je manque de patience. Surtout quand les matchs ils arrivent, même si je pense les avoir préparés au mieux. Souvent, pendant les matchs, il y a évidemment l'adrénaline. On a tous, je pense, quand les matchs commencent, joueurs, arbitres, entraîneurs, enfin, tous ceux qui sont acteurs du jeu. Mais je pense qu'il faut être patient avec eux et accepter leurs erreurs. Et éviter, moi c'est en tout cas ce que j'ai comme ligne de conduite, de sortir un jeune joueur au bout d'une erreur ou deux erreurs. C'est pas de punition, quoi. Les coaching sanctions, j'essaie d'éviter. Mais évidemment, c'est facile dans la théorie de le dire, mais j'essaie d'être patient. Si je le mets sur le terrain, c'est qu'il m'a montré que la semaine, il était capable d'être sur le terrain. Après, par exemple, en senior, ce qui diffère, c'est qu'un senior, c'est pas le nombre d'erreurs qui fait que je vais le sortir, c'est plutôt le timing, le moment de l'erreur. Il y a des moments du match où on a moins. On ne peut pas se permettre. Exact. Après, oui, sur les jeunes, c'est la patience, beaucoup la répétition. Et ça, c'est par exemple quelque chose que j'ai appris aussi en regardant d'autres coachs. Beaucoup la répétition et surtout, un truc que j'aime beaucoup, c'est travailler beaucoup l'adresse parce que ça reste un sport d'adresse. Que les gamins, ils n'ont que 2 séances par semaine et qu'on ne peut pas se permettre de faire 2 séances d'une heure et demie par semaine avec seulement 40 minutes de tir. Alors que c'est le cœur même de notre jeu, c'est l'adresse. Donc voilà, ça c'est vraiment mes prérogatives sur les U17. Les laisser faire des erreurs et en discuter avec eux, beaucoup d'adresse et beaucoup de jeu. Là j'ai la chance à Saint-Maur d'avoir un 3e entraînement de possible avec les jeunes. Donc ça nous permet vraiment de laisser jouer et de ne pas toujours couper le jeu et d'intervenir. Vous avez fait des erreurs, à la fin du match on en discute. Je pense qu'ils n'ont pas accès à des centres de formation ou à des structures en plus. Donc 3 entraînements par semaine pour ces jeunes-là. C'est déjà très bien. Ok, très bien, je vois. Et du coup, généralement, les coachs seniors, entre guillemets les coachs à l'ancienne, ils disent qu'en senior, on ne peut pas faire progresser le joueur. Moi, c'est quelque chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Dans le sens où, pour moi, on peut toujours progresser. C'est vrai. On peut ne pas progresser peut-être sur les gestes techniques et tout ça qu'on sort. On peut
progresser sur la manière de voir le jeu, sur la manière de ressentir le jeu, ou de trouver, on va dire, ses spots sur le terrain en tant que joueur. Est-ce que toi, en tant que coach senior, est-ce que tu penses que tu es là juste pour amener les joueurs d'un point A à un point B, d'un point de vue collectif, ou c'est aussi individuel? Alors, pour la progression, je pense qu'on peut toujours progresser. Donc ça peut être sur le côté basket, ça peut être sur le côté humain, ça peut être aussi sur le côté vie de groupe. Hein. Et il y a des joueurs avec qui, dans certains groupes, ça ne se passait pas très bien, et dans une autre équipe, les mecs sont devenus des leaders. Donc sur le côté humain, on peut tout à fait progresser. Sur le côté jeu technique, en fait, ça dépend toujours de est-ce que le joueur le veut. Si le joueur le veut, oui, bien sûr qu'on peut. On peut discuter. Moi, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, dans mon groupe, il y a des joueurs qui sont tout à fait ouverts à la discussion. Puis il y a des joueurs aussi qui pensent que techniquement, ils sont déjà faits et qu'il n'y a pas forcément besoin de trop parler. Mais je dirais que vraiment l'aspect où on peut progresser, c'est sur le technico-tactique. C'est impossible qu'un joueur, même un mec à 37, 38, enfin un senior qui est vraiment dans la fin, te dise qu'au niveau du technico-tactique, on ne peut plus discuter des choses. Chaque coach a sa philosophie, chaque joueur voit aussi le basket d'une façon différente. Et on doit essayer évidemment pendant les matchs de ramener toutes ces visions dans une seule direction, ce qui n'est vraiment pas le plus simple. Mais oui, les joueurs peuvent progresser. Je connais des joueurs à 30 ans, ils ne connaissaient pas encore le reverse. Et maintenant, ils sont amoureux de ce geste-là parce que ça leur permet de distribuer le poignard. Exact. Et donc moi, j'y crois. Maintenant, il faudrait que les deux parties le veuillent. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, finalement, c'est ça qui compte. Si jamais c'est voulu des deux côtés, c'est plus simple pour mettre en place. Tout à fait. Si un joueur pense que non, c'est des facteurs qui limitent un peu la progression. Si un joueur est ouvert, on peut discuter de tout, on peut lui dire est-ce que tu as déjà essayé telle chose, est-ce que tu as vécu telle situation. Donc oui, la progression, si un coach pense qu'il ne peut pas faire progresser son groupe, moi ça me paraît bizarre. Ok, très bien. Bah, c'est noté. Et du coup, avec tout ça, par rapport à ton parcours et ton vécu et tout, aujourd'hui en tant que coach, si tu devais définir ta philosophie, ce serait laquelle? Alors, je suis en train de lutter, je pense, mais de base, ce qui m'attirait le plus, c'est la défense. Mais je pense que j'étais attiré par cet aspect-là parce que c'était quelque chose de plus simple à maîtriser. Il y a toujours ces fameuses philosophies qui disaient que la défense c'était 15% de technique, 80% d'envie. Bon, évidemment, c'est pas que ça, parce qu'il y a des choses à faire collectivement. Tactiquement, on peut défendre tactiquement. Exactement, et maintenant, même aujourd'hui, on voit en Euroleague, il y a d'autres façons de défendre sur le pic, et qui sont novatrices et qui changent un peu la donne. Mais je suis en train de lutter parce que, du coup, maintenant, forcément, comme j'ai quitté un peu le club de base, et que les joueurs sont demandeurs d'une bonne cohésion en attaque, de développer un collectif offensif intéressant. Alors, ça dépendait aussi effectivement des niveaux dans lesquels j'étais, parce qu'il y a des niveaux où il faut bien défendre, bien jouer le jeu de transition ou la contre-attaque, et parfois ça pouvait suffire à dominer des matchs. Surtout en jeune, mais dans des niveaux intermédiaires en senior aussi. Je ne vais pas tout le temps citer, mais une fois j'avais joué en R3 contre M. Fidami, et lui, son équipe, elle développait vraiment bien la défense et le jeu de transition, avec des bons trailers dans les bons timings, et ça avait suffi à son équipe à dominer toute la saison. Mais effectivement, après, quand on monte un petit peu de niveau, il faut aussi quand même développer un pré-collectif et un collectif offensif intéressant, et surtout, sur ces niveaux-là, il y a aussi la défense de zone qui est omniprésente. Exactement. Et si offensivement tu es limité, bah, du coup tu te heurtes à ce genre de défense, et ça crée des frustrations parce que tu perds des matchs parce que tu n'as pas travaillé. Et que tu n'as pas travaillé avec ton équipe. Donc du coup, je pense que je suis en train de lutter et que l'attaque m'intéresse de plus en plus. Je regarde tous les jours maintenant, je me mets vraiment 30 minutes où je regarde des résumés de matchs, mais je regarde le jeu sans ballon, je regarde comment le meneur a pris les écrans, quelle option il choisit sur l'écran, etc. C'est vraiment des choses qui m'attirent beaucoup plus qu'avant. Et j'espère être complet et être bon entraîneur en défense et en attaque. Mais je pense qu'on va dire s'il y avait un truc qui m'incarnait, c'était plutôt la défense. D'accord, très bien. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, surtout quand tu as dit le fait de parfois on ne prépare pas les choses. Parce que justement, j'allais rebondir un peu sur ton projet de jeu que tu as avec l'équipe cette année. Mais avant ça, c'était vraiment la partie où, en tant que coach, on peut avoir une philosophie de base, mais on peut avoir l'équipe
qui ne correspond pas à notre philosophie. Tout à fait. Donc du coup, je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a la mutation que tu as évoquée. Qui est obligatoire, oui. En fait, qui est obligatoire en tant que coach, on doit se remettre en question le plus souvent possible et s'ouvrir justement à d'autres possibilités. Et je pense que c'est important que certains coachs puissent capter en fait cette énergie-là, parce que c'est super important de s'adapter. Parce que si tu es un coach défensif, tu as une équipe qui ne peut pas défendre parce qu'elle n'a pas les qualités athlétiques, même les capacités, tout ça, c'est compliqué. Donc forcément, le public dépend, varie beaucoup selon les équipes qu'on peut avoir. Et justement, tout à l'heure, tu as évoqué ta philosophie qui est défensive. Quelqu'un qui est en train de lutter offensivement et sur les choix, sur les entrées, sur les systèmes de jeu et tout ça. Aujourd'hui, c'est quoi votre projet de jeu avec la M3 de Saint-Marc? Alors, du coup, moi, quand je suis arrivé, c'est toujours pareil, c'est un souci d'adaptation. Il a fallu que je découvre qui j'avais dans l'équipe. Donc, j'ai écouté un petit peu ce qu'ils avaient envie aussi d'avoir. Parce que c'est un groupe qui était déjà présent l'année dernière et du coup, on a rajouté le coach qui est moi et aussi d'autres joueurs. Donc, du coup, le projet, en gros, il faudrait vraiment se dire que c'est une équipe qui défendait. Bon, après, évidemment, c'était l'année dernière. Chaque année, il y a des évolutions. L'année dernière, ils attaquaient, en tout cas au niveau du nombre de paniers marqués, ils étaient plus efficients. Ils marquaient beaucoup plus de points que cette année. Et cette année, ils marquent un peu moins de paniers, mais c'est parce que, justement, je demande de défendre. Mais je ne m'attarde pas tant que ça sur la défense. On a mis des bases au début. Et là, on est parti sur la saison. Et en attaque, ce que je veux, en fait, c'est qu'on puisse quand même, quand on fait des stops, c'est-à-dire quand on défend correctement, je voudrais qu'on aille attaquer et qu'on arrive à fatiguer aussi les joueurs en face, pas seulement en se disant qu'on va bien défendre, mais nous aussi en attaquant, en étant patients. C'est le plus gros chantier pour l'instant, le mois de novembre. Sur des séquences, on arrive à bien le faire, mais ça me demande beaucoup d'énergie et aussi à l'équipe, parce que l'équipe, elle travaille avec moi, je travaille avec eux. Et c'est quelque chose qui est très difficile pour l'instant, parce qu'ils ont beaucoup intériorisé un jeu libre l'année dernière. Et il faut qu'on arrive à être sur un jeu beaucoup plus collectif, où on arrive à renverser une fois, ou au moins une fois déjà dans une séquence offensive. Et parfois on ne le fait pas, parfois on le fait trop. Donc il faut qu'on trouve notre équilibre. On est encore en plein dedans. C'est très difficile. Mais honnêtement, j'ai un groupe qui écoute, et j'ai aussi un groupe que j'écoute. Donc du coup là-dessus, je suis plutôt optimiste. Ça se passe plutôt bien, les entraînements sont pas toujours de qualité, mais parce qu'il n'y a pas toujours ce que je veux. Des fois, gentiment, je dis c'est pénible, il faut qu'ils y arrivent, etc. Il faut que j'insiste. Et il faut aussi que j'en laisse. C'est-à-dire, il ne faut pas que j'impose tout. Il faut prendre et redonner. Exactement. Parce que si je reste obtus sur tout ce que moi je veux, le groupe ne va pas me suivre. C'est ça. Donc, il ne faut pas que je me dise que tout va se faire en 2 semaines. Alors, je sais qu'il y a des équipes contre lesquelles on joue qui sont déjà prêtes. Nous, je pense qu'on n'a pas encore atteint notre potentiel. Exact, ouais, potentiellement, le potentiel offensif n'est pas du tout utilisé encore. Mais step by step, on va y arriver. D'accord, très bien. Donc du coup, si je comprends très bien, pour résumer, offensivement, l'objectif c'est de jouer les possessions les plus longtemps possible. Sur demi-terrain. Voilà. Parce que nous, donc on est vraiment dans une phase où tu défends fort, tu joues le jeu rapide. Si tu peux pas, il y a la transition qui suit derrière. Et voilà, une fois que la transition est terminée, ce que je veux, c'est qu'on soit patient, et qu'on essaie de trouver les meilleurs tirs et surtout trouver les joueurs dans les temps forts. Okay. On a trouvé quelques systèmes que j'ai vus sur d'autres matchs ou sur d'autres équipes. J'essaie de changer de système chaque année, même si des fois je peux en regarder quand même un ou deux parce qu'il y en a qui que je maîtrise. Mais par exemple, cette année, j'ai trouvé des systèmes qui correspondaient aux joueurs que j'avais, avec des temps forts à l'intérieur où les joueurs sont identifiés. Ok, très bien. Et du coup, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça donne des vrais repères, mais ça peut donner aussi des frustrations parce qu'il n'y a pas des temps forts pour tout le monde. Il faut que dans une équipe, les gens ils apprennent qu'il y a des joueurs, sur certains moments, on préfère que ce soit eux qui aient le ballon plutôt que d'autres. Et comme on est encore à un niveau intermédiaire, bon, évidemment, moi, la L3, c'est plus au niveau où j'ai évolué en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, mais il y a des joueurs qui doivent encore avoir conscience qu'il est dans un groupe, il faut avoir son rôle. Et ça, c'est très difficile. Ça demande beaucoup d'énergie. Il y a des joueurs qui ne sont pas contents, il y a des joueurs qui boudent, il y a des joueurs qui ne veulent plus venir s'entraîner parce que pendant un match, ils ont joué que 15 minutes alors qu'ils ont pu croire qu'ils allaient jouer 30. Donc c'est très compliqué, c'est un équilibre qu'il faut trouver et il faut surtout l'adhésion des joueurs. Ok, très bien. Et moi, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en tant que coach, on a tous vécu à peu près
de situation où, en tant que coach, on identifie les éléments forts de l'équipe, on essaie vraiment dans nos systèmes, sur les temps forts, de les mettre en valeur pour qu'ils puissent exploiter au maximum leur potentiel. Justement, tu as évoqué le mot rôle. C'est vrai qu'on parle souvent de rôle, mais on définit très rarement. Oui. Du coup, est-ce que toi, par exemple, pour toi, comment tu définirais un rôle dans une équipe senior? Alors, c'est quelque chose que j'apprends encore, que je ne maîtrise pas. Mais par exemple, cette année, j'en ai discuté au début de l'année. Évidemment, quand on recrute des joueurs, on parle aussi de ça. Mais je me rends compte que peut-être je ne l'ai pas très bien fait parce qu'il y a des joueurs qui sont déçus de leur rôle. Donc, du coup, c'est que j'ai pas dû bien qualifier le rôle et donner. Évidemment, on va pas donner une liste exhaustive de chaque chose qu'il y a dans son rôle, mais expliquer à un joueur son rôle, c'est souvent lui dire ce qu'il ne pourra pas faire. Et ça, c'est très frustrant pour lui. Mais après, moi, ce que j'explique, donc je donne le rôle, je dis dans l'équipe, ton rôle, ça va être sortir du banc, par exemple, donner de l'énergie en défense. Et évidemment, si tu arrives à bien défendre, tu resteras plus sur le terrain. Comme ça, le cadre, parce qu'il y a des cadres dans une équipe, ça n'existe pas de ne pas identifier les cadres, dans ma philosophie. Mais du coup, le cadre peut se reposer. Si le cadre peut se reposer, si le cadre peut jouer 25 minutes ou 35, peut-être qu'il sera meilleur sur les 25 minutes, mais c'est grâce à toi. Ça sera grâce à toi et ça va aider l'équipe. Mais il y a des joueurs, en fait, c'est difficile. Ce que je leur répète souvent, c'est que c'est pas en un match, en 2 matchs, en 3 matchs que ton rôle va changer. Un rôle, il évolue dans une saison, mais ça met du temps. Même si demain tu me mets 35 points, mais je vais pas aller à l'entraînement, rassembler tous les joueurs, je vais te dire, t'es le gars qui a mis 35 points, maintenant tous les autres, vous vous calmez, c'est à lui qu'on donne le ballon, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ça, c'est très difficile parce que, comme je te dis, quand tu donnes des rôles aux gens, tu leur dis surtout ce qu'ils ne vont pas pouvoir faire. Et je peux te dire que ça me plaît pas. Mais après, si tu veux être coach, il faut que tu l'acceptes que les joueurs ne vont pas t'aimer. C'est ça. Après, s'ils aiment être ensemble, s'ils aiment venir s'entraîner et s'ils te respectent, pour moi, c'est suffisant. Si après, en plus, il y a des affinités, on peut rigoler, et ensuite, dès que le match commence, on se bat tous ensemble, on est ensemble, c'est parfait. Mais il faut accepter que parfois, tu ne vas pas être aimé, que on va te donner des noms d'oiseaux. J'imagine que là, on est au mois de novembre, que j'ai déjà pris cher, mais c'est comme ça. Justement, je trouve que c'est super intéressant parce que moi, je comprends tout à fait cette histoire de rôle, les définitions de rôle et tout ça. Parce qu'il y a des joueurs qui arrivent parfois à percevoir d'un niveau qu'ils n'ont pas. Parce que dans ton coach, on évalue en fait avant de donner les rôles. On évalue, on regarde, on se laisse du temps généralement avant la saison précédente, la préparation, pour voir un peu qui peut amener quoi, au-delà de ce qu'ils ont sur le papier. Et justement, tu parlais en tant que coach, il faut accepter de ne pas être aimé, entre guillemets. Justement, la solitude dans le monde du coaching, comment toi tu le vis, comment toi tu l'expliques? Est-ce qu'on est très bien accompagné par les clubs? Parce qu'en fait, malheureusement, c'est que vu qu'on est dans ce monde amateur, parfois, c'est une partie qu'on ne prend pas forcément en compte. Parce que ça peut être pas mal avec certains coachs d'échanger dans le club et tout. Mais est-ce que c'est vraiment une partie où certains coachs en sont conscients? Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui sont un peu tendus par rapport à ça. Certains soirs peuvent être très difficiles. Je pense que là, on parle un peu peut-être de la partie dirigeante des clubs, etc. Moi, j'apprends ici parce que à Bonneuil, c'était plus simple, parce que le président c'était un ami, il ne faut pas dire quasiment, c'était un ami. Donc la communication était fluide. Là, aujourd'hui, à Saint-Maur, le président, c'est pas mon ami de base, on a une bonne relation. On a un coup de fil hebdomadaire sur l'équipe, comment ça se passe. Des fois, il ne m'appelle même pas. Donc, je sens quand même qu'il y a de la confiance. Mais effectivement, je pense qu'il ne faut pas partir dans l'aventure du coaching seul. Quand je dis ça, c'est pas non plus avoir des gens qui sont des souffres-douleurs à qui tu peux aller te plaindre, etc. Mais il faut quand même que tu aies dans ton entourage des gens qui sont capables de t'écouter. Moi, honnêtement, je parle beaucoup de mes aventures au basket avec ma femme, qui elle n'est pas du tout dans le monde du basket. Et du coup, elle a la vie parfois tranchée. Elle m'a aidé à devenir objectif sur certaines situations, parce qu'on fait beaucoup de management aussi. Parfois, il y a des situations conflictuelles. Et le fait d'avoir un avis tout à fait neutre, inintéressé, ça peut vraiment aider. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, coach ou même joueur, c'est vraiment, quand vous avez une situation, allez parler de cette situation à quelqu'un qui n'a rien à gagner ou à perdre, à vous donner son opinion. Ça peut vraiment être intéressant. Après, moi, perso, j'ai la chance d'avoir pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns, des amis basket. Je ne sais pas si ça existe de dire ça, mais
J'ai des amis basket, j'ai un groupe WhatsApp avec qui je peux communiquer, qui ne sont pas dans le club de Saint-Maur et qui me disent la vérité en plus. Et ça, c'est important. Mais pareil, j'ai un âge aujourd'hui, bon, après, je sais pas, on peut coacher à tout âge. Mais là, aujourd'hui, j'ai 42 ans et à 42 ans, je suis capable d'entendre la vérité. Il y a 10 ans, tu m'aurais dit certaines choses, après, peut-être que j'aurais arrêté de communiquer même avec toi, tu vois. Et c'est pas du tout le bon chemin. Oui, mais après, justement, c'est aussi l'évolution et la maturité qu'on a aussi en tant que coach. Parce qu'en fait, dans la finalité, c'est un peu l'histoire d'une vie, entre guillemets, en tant que personne. Oui. On a des positions qu'on peut avoir dans la vie. Après, on les fait évoluer au fur et à mesure par rapport à nos expériences, nos rencontres, et ainsi de suite. Et justement, j'allais rebondir sur l'aspect management et tout ça. Toi, aujourd'hui, au-delà de l'aspect coaching, technico-tactique et tout ça, est-ce que tu penses aussi le fait que tu coaches aujourd'hui en N3, déjà la gestion d'effectifs et plein de choses, est-ce que tu penses que c'est un gap aussi d'un point de vue management d'un groupe ou d'une équipe? Voilà, on a tous les joueurs ont tous des skills, les entraîneurs aussi. Bon, après, il y a des saisons qui me donnent tort, mais il y a des saisons où ça s'est pas très bien passé. Par exemple, l'année dernière, à Bonneuil, il y a eu à boire et à manger. J'ai vraiment ramé l'année dernière en termes de management. Mais je pense que le côté manager, c'est peut-être un de mes meilleurs skills, c'est sur la gestion de groupe, discuter avec les joueurs, les écouter. Même des fois, leurs petits problèmes, il faut les écouter. Pourquoi? Parce qu'un petit problème, c'est important. C'est, pour toi, peut-être que tu vois, il me parle encore de ça, mais en fait, pour lui, c'est quelque chose d'important. Et si tu as pris en considération ce qu'il t'a dit, il va te faire confiance. Et un joueur qui te fait confiance, sur le terrain, c'est pas le même joueur. Donc, du coup, moi, je suis très dans l'écoute. Évidemment, il y a des fois où il faut fermer les écoutilles aussi. Mais sur l'aspect management, je suis plutôt à l'aise. Je suis plutôt quelqu'un avec qui on peut discuter. Mais évidemment, parfois, j'ai mes moments de folie, mais je pense qu'ils diminuent avec la maturité, comme je disais. J'essaye aussi, par exemple, sur le banc, d'être moins démonstratif. J'essaye d'encourager plus, surtout chez les jeunes joueurs. Mais chez les seniors, peut-être que je ne le fais pas encore assez. Mais je pense qu'en termes de management, moi, je suis plutôt un coach à l'écoute. Mais je suis peut-être aussi un coach un peu trop passionné, qui a envie d'être sur le terrain avec ses joueurs. Mais ça se voit. Oui, voilà. Et justement, je pense qu'on est pas mal à être trop passionné par moment et que c'est la petite limite à trouver. Et moi, personnellement, j'ai encore parfois du mal entre la passion et le fait que je suis manager, en fait, je gère, finalement. Surtout l'exemplarité, en termes d'exemplarité. Nous, moi, par exemple, je demande à des gens de ne pas parler avec les arbitres. Bon, évidemment, ils essayent tous de le faire parce que c'est un interdit, mais je pars du principe, s'ils parlent avec les arbitres et que je vois tout de suite, parce que ça se voit en termes de body language, si c'est mal fait, changement direct, même si c'est le meilleur joueur, changement. Moi, j'ai adopté cette tactique-là. Parce que ça met. Les arbitres vont se sentir protégés et respectés aussi. Protégés aussi parce que ils vont se dire l'entraîneur me permet d'arbitrer sereinement. Donc, du coup, peut-être qu'il va plus pouvoir communiquer avec eux. Exactement. En fait, c'est ça. Le jeu avec les arbitres, c'est trouver comment on peut communiquer avec eux. Mais c'est pas toujours facile, mais puis en plus, plus on va vers la fin du match, et plus on va leur dire des choses. Mais après, il faut trouver ces petites tactiques. Ok, très bien. Je vois. Et du coup, avant d'aller sur la question d'après, je voulais juste savoir, tu as eu les coachs de l'équipe pré-région du Joinville, il me semble, l'année dernière, qui est montée en R3. Ouais. Je voulais juste savoir en termes d'expérience, parce que tout à l'heure, tu parlais de ton aspect management. Mais justement, c'est ce qui a ressorti toujours de ton coaching, entre guillemets, et tout, c'est que généralement, il y a ce côté charismatique, entre guillemets, où en fait, on impose dans le sens où, généralement, avec les joueurs, c'est toujours cadré. Ouais. C'est toujours ce qui en ressort. J'en discutais avec Mousse, du coup, l'été de janvier. Pour toi, est-ce qu'il y a une grosse différence entre gérer l'équipe pré-région et N3 au-delà du niveau de compétition? Sur le management, non. Parce qu'en fait, comme je te disais, donc l'année dernière, effectivement, je suis parti sur un défi je pensais pas que ça durait qu'une saison. C'était en pré-région. Je coachais aussi là, à Bonneuil. Mais le projet m'avait intéressé pour des raisons diverses. Pas que les sous, pour les copains de Joinville qui me verraient. Et du coup, sur cette saison-là, en termes de en fait, je voulais vraiment aller dans un endroit où je connaissais personne. Parce que Saint-Maur, je connaissais quand même des gens. Je connaissais beaucoup Jeff. Je connaissais même des anciens de Saint-Maur. Donc, du coup, quand je viens dans ce club,
c'était pas mon club, mais... Pas un terrain inconnu. Exactement. On n'est pas dans un truc où tu vas tu sors de ta zone de confort. Tu connais quand même un peu les gens ici. Bon, à Bonneuil, j'ai toujours été là-bas, donc j'étais même plus là-bas que les gens qui ont commencé à être dirigeants. Donc du coup, Joinville, je connaissais personne. Vraiment, personne. Les joueurs, je les avais déjà rencontrés, donc du coup, en fait, c'était surtout peut-être une façon à moi de me confronter. Donc du coup, ils étaient sur un échec, et donc du coup, j'y suis allé, j'ai discuté avec les joueurs, j'ai été honnête avec eux, je leur ai parlé de l'objectif que je voulais atteindre avec eux. Et honnêtement, on a eu des hauts et des bas. Mais honnêtement, c'était une très 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 belle saison, et humainement, plus que basketball parlant. Même si l'objectif a été atteint, humainement, c'est des joueurs, je les vois pas trop, on s'envoie des textos de temps en temps, mais non, ce groupe-là me manque. Ils me demandent comment ça se passe avec la N3, je leur dis que ça se passe très bien, mais que c'est plus studieux. Parce que, effectivement, plus on descend de niveau, donc Joinville, j'ai eu la chance parce que les gens restaient assidus, mais c'est moins studieux. Quand je dis c'est moins studieux, c'est moins engagé en tout cas. L'engagement est vraiment très 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 moins. Voilà, on rate plus facilement un match, un entraînement de basket parce qu'il y a le PSG qui joue en Ligue. Exactement. Etc. Alors que là, honnêtement, j'ai de la chance, j'ai une bonne assiduité, sauf les joueurs évidemment qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas beaucoup joué le week-end, qui ratent le lundi ou le mardi, mais ça c'est leur problème. Mais vraiment, ça c'est vraiment le côté studieux qui change. Et voilà. même en tant que coach, pour la progression du groupe, c'est beaucoup plus intéressant quand tu as la sécurité. Mais si je dois finir par rapport à Joinville, et donc du coup à tous les coachs qui restent longtemps dans les clubs, n'ayez pas peur de changer, n'ayez pas peur des gens qui vont vous dire oh t'as un trait, t'as été à tel ou tel endroit. Regardez si le challenge il peut vous faire progresser, et surtout si vous pouvez apporter à un club. Je pense qu'en une saison à Joinville, j'ai réussi à apporter quelques trucs. J'ai pas transformé le club. Mais en tout cas, tu as marqué le club par ton empreinte. Pendant une saison. Voilà. Non, mais moi je suis d'accord avec ça, parce que par moment, on peut rester longtemps et tout. Mais si jamais sur une saison, tu as fait le boulot et que tu as une opportunité qui en fait, va venir valider ce que tu as travaillé pendant cette saison-là, bah, autant la saisir. Oui. On ne va pas être dans ce truc de très quoi que ce soit, parce que dans l'absolu, les coachs, on est des passages. Et dans tous les cas, quand ça va pas avec un groupe, généralement, la personne qui est visée, c'est le coach. C'est plus simple. C'est vrai. Du coup, si on fait des choix, on est par moment obligé de. Enfin, on doit pouvoir les accepter. Tout à fait. Après, juste pour revenir à l'année dernière, j'ai aussi eu 3 équipes dans une saison. Donc, en termes d'énergie, c'est pas une expérience que je recommanderais à tout le monde de faire. Peut-être 2 équipes, c'est bien, mais 3. Justement, ça, c'est un vrai sujet, ça. Mais ça, c'est de ma faute. Pourquoi ? Parce que je venais de monter en R1 avec l'équipe de Bonneuil. Donc, j'étais la seule personne du club à avoir s'occuper. Puis, honnêtement, partir sur une montée, c'était pas top. Et j'aimais beaucoup le groupe aussi. Faut être honnête, le groupe, je l'aimais vraiment beaucoup. Et en plus, plusieurs filles qui étaient là depuis quelques années, qui sont beaucoup impliquées dans le club. Il y a aussi des jeunes de la ville de Bonneuil, donc c'était vraiment comme une équipe familiale, quoi. Et j'avais déjà les U17, mais c'est l'équipe que j'ai cette année encore, c'était la 2e année, c'est l'équipe la plus entraînable que j'ai jamais eue. Donc en gros, en fait, j'ai été guidé par les choix de cœur. Ces 2 équipes-là, je les ai gardées parce que j'arrivais pas à avancer pareil. Donc là, j'ai réussi à quitter un petit peu cette équipe, ce club de Bonneuil. Là, j'ai les U17, je vais certainement arrêter en fin de saison. Et l'équipe de 3 en fait, est arrivée en plus, donc du coup, c'est une opportunité que j'ai pas pu refuser parce que le niveau m'attire. Oui, ça se comprend, et en plus, c'est une opportunité qui peut ne pas se présenter une fois. Oui, c'est vrai, c'est difficile dans l'île de France d'avoir une opportunité juste à côté de la maison. Exactement. Voilà. Ok, très bien. Bah, du coup, par rapport à ça, je voulais juste, parce que généralement on dit, on peut poser les coachs, où il y en a soit ils coachent les filles, il y en a soit ils coachent les mecs, entre guillemets. Moi personnellement, je suis un peu comme toi, j'ai fait des deux. Effectivement, j'ai fait beaucoup plus de filles que de garçons et tout, par rapport à mon club. Est-ce que toi, parce qu'on a des collègues à nous qui se disent catégoriquement, je ne peux pas coacher les filles, parce que, Oui. voilà. Est-ce que pour toi, c'est 2 métiers différents, vu que tu as fait les deux? Alors, en fait, je ne sais pas si les coachs vont se retrouver dans ce que je dis, surtout ceux qui sont comme toi des 2 côtés. Tu ne reçois pas la même chose des filles que tu ne reçois pas la même chose des 2 parties. Chez les garçons, on est plus dans l'engagement, dans l'énergie.
Les filles, elles ont besoin de sentir que tu les apprécies pour se défoncer pour toi. Les garçons, eux, tu leur dis juste, on est à tel niveau, on veut tel objectif, ça suffit pour qu'ils aient envie de se dépasser. Donc je dirais que le management est primordial chez les filles, là où chez les garçons, par eux-mêmes, ils savent se définir eux-mêmes des objectifs. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Après, peut-être que c'est pas un ressenti global, mais les filles, elles te donnent par contre plus de signes de reconnaissance et d'appartenance au groupe. Elles sont là tout le temps. Elles sont là tout le temps, c'est incroyable. Elles sont là à tous les entraînements, elles sont là à tous les matchs. Elles restent après dans les matchs, dans le club, dans la vie de club, elles s'investissent beaucoup plus que les garçons. C'est comme ça que je vois les choses. Après, moi, ma préférence, ça va chez les garçons. Pourquoi ? Parce que c'est un basket qui m'attire plus. Et que, comme j'en ai parlé au début de la vidéo, moi, dans notre sport, ce que j'aime beaucoup, c'est l'adresse. Et dans les niveaux intermédiaires filles, je sais pas pourquoi, mais l'adresse est vraiment très basse. Et comme tout le monde fait zone, ben c'est très difficile d'évoluer à ce niveau-là. J'ai perdu ce week-end à cause d'une zone. Je comprends. Du coup, justement, je comprends du coup pourquoi tu es attiré plus par les garçons et tout. Est-ce que, comment tu décrirais ton expérience avec les filles ? Tu as eu des filles pendant 2 ans du coup, Ouais. et les seniors en plus. Comment tu décrirais cette expérience-là ? Qu'est-ce que tu as apporté ? Qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu apporter en plus ? Moi, je sais pas si certains vont regarder, mais ce qu'elles m'ont appris, la patience. La patience, parce que par exemple, au début, je suis arrivé avec l'étiquette Machou, il est très énergique, il est très sévère, il plaisante pas. Moi, j'ai essayé un maximum de m'adapter à ce groupe. Il y a même des joueuses, quand je les ai vues la première fois, je me suis dit, mais elles vont jamais jouer pour moi. Ça bouge pas assez, c'est pas le basket que j'aime, etc. Mais, comme on en a parlé tout à l'heure, par souci d'adaptation, adaptation qui amène du coup à la réussite, ben, j'ai été obligé de m'adapter. Donc du coup, j'ai un peu mis mes idéaux de côté pour que ce groupe puisse continuer à évoluer ensemble. Bon, évidemment, j'ai quand même ramené des filles, il y a quand même des filles énergiques qui sont finies par intégrer le groupe et qui ont aidé l'équipe à progresser. Donc, du coup, tu n'as pas forcément mis tes idées de côté, c'est juste que tu as justement, comme tu as dit, tu as réussi J'ai à fait faire un mix. un petit mix, un petit mélange. Un petit mix, ouais. Mais j'ai abandonné certaines des choses que je projetais de faire avec elles. Donc, elles m'ont appris à m'adapter, elles m'ont appris la patience. Et voilà. Après, en termes de management, c'est pas du tout pareil. L'année dernière, dans certains matchs, certaines mi-temps, je dis à une fille qui a fait sa princesse, bah, ça y est, la fille, elle a perdu. Un gars, tu lui dis, tu fais ta chochotte, il te regarde dans les yeux et ça le challenge. Moi, je suis une chochotte, toi, il va essayer de te faire mentir. Alors qu'une fille, c'est pas comme ça que tu peux la pousser, c'est plutôt dans des petits challenges, dans des petites phrases. Mais ouais, on va dire en gros, si je dois vraiment dire, c'est la patience et l'adaptation. Ok, très bien. Okay. Bah, du coup, de tout ça, tu nous as parlé de ton expérience et tout ça, et ainsi de suite. Par rapport à ton parcours, c'est un parcours quand même remarquable dans son absolu, dans le sens où tu pars quand même de quelqu'un qui est autodidacte, qui essaie de devenir coach en fait, de lui-même, Ouais. qui n'a pas eu entre guillemets de modèle direct, dans le sens où, quand je dis ça, c'est que c'est pas dans ton club que tu as eu quelqu'un qui t'a poussé à devenir coach. Ouais, c'est en jouant en tant que joueur que bah, tu t'es projeté en fait avec ton premier coach autre qu'à Bonneuil. Enfin, ce parcours entre guillemets pour aujourd'hui sur la coach N3, et qu'on sait qu'en Ile-de-France, c'est compliqué les coachs N3, ouais. surtout quand on n'est pas ancien joueur ou. Qu'on n'est pas référencé. C'est ça, quand on n'est pas référencé entre guillemets. Qu'est-ce que tu dirais aux coachs qui sont dans des petits clubs ? Je parle du principe qu'à l'époque, Bonneuil c'était un très petit club, Ouais. et qu'aujourd'hui c'est un club qui s'est développé d'une bonne manière. Quel conseil tu aurais pour ces coachs-là au-delà de la patience et de la résilience, est-ce que tu as eu des méthodes ou c'est juste la vie qui fait que? Moi, je suis tombé sur. Après, moi, je suis pas trop dans le système de filiation où j'ai un mentor et tout ce qu'il me dit, je vais le faire, etc. Mais j'ai des gens avec qui je communique assez régulièrement et on m'a conseillé, on me l'a dit, on me l'a même pas presque un reproche. Il faut aller voir un peu comment se passe le basket ailleurs. Donc on m'a dit que j'étais trop à Bonneuil, ce qui était vrai parce que on va dire techniquement, à Bonneuil, on était 2 bons coachs. Et en plus, 2 bons coachs, mais on ne communiquait pas trop l'un avec l'autre.
pour des petits soucis d'immaturité, en tout cas me concernant. Et du coup, tu n'apprends rien dans ton club, sauf si tu vas chercher à gauche à droite. Donc du coup, un jour, j'ai discuté avec un ami au basket, un ami du basket, qui m'a dit, on ne te voit jamais dans les autres gymnases. Va dans les autres gymnases, va voir les autres matchs, va discuter avec les coachs, et en gros, décolle-toi un petit peu de bon oeil. Donc en gros, quand on dit de décoller de bon oeil, au début, tu peux le prendre un peu comme un... non, toi, je suis bien, je suis ici. Mais en vrai, après, j'ai compris que c'était vraiment en fait pour montrer... Je sais pas, tu connais un peu, c'est comme un peu l'expression quand on dit qu'on nul les prophètes dans son pays. Peut-être aussi que des fois, on n'appréciait pas forcément tes qualités parce qu'on avait l'habitude de les avoir dans ton club. Et que du coup, quand tu vas les confronter ailleurs... Et que ça fonctionne. Et c'est fou parce que c'est seulement quand j'ai commencé à quitter le club de Bonneuil que vraiment en termes de résultats et on va dire on va pas dire que j'étais à la mode, c'est un peu réducteur, mais c'est quand j'ai commencé à quitter Bonneuil et à montrer mon travail ailleurs qu'on a commencé à me dire mais en fait t'es pas mal, il y a ceci que tu fais bien, ça c'est intéressant. Les gens en fait ils ont reconnu ta valeur. Une fois que j'ai quitté le berceau. Voilà. Maintenant à Bonneuil, il y a des dirigeants ou des amis basket de Bonneuil, ils savent ce que j'étais capable de faire, ce que je n'étais pas capable de faire. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur d'aller ailleurs. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais être assistant peut-être aussi une saison avec un coach beaucoup plus aguerri, ça c'était un des points forts du CQP où on te demandait d'aller voir quelques séances d'un autre entraîneur. Oui, avec un tuteur. Et ça, il ne faudra pas attendre en fait, de passer ton diplôme de basket pour le faire, parce que tu peux grave apprendre. Moi, c'est ce que je conseille à tout le monde. C'est pas évident, parce que mais tu peux arriver. Honnêtement, moi, je ne vais pas dire que je vais recevoir tout le monde, mais un jeune coach, même un coach de 30 ans, me demande s'il peut passer 2-3 semaines pendant les séances. Je peux même le faire intervenir, franchement, moi ça ne me gêne pas, et bien au contraire, ça va participer d'échanges et ça va peut-être même encore me faire progresser. Donc, vraiment, quand on est dans un club, même si on s'y sent bien, même si c'est la famille, essayer de quitter et de se mettre en danger un petit peu. Pour évoluer, sortir sa zone de confort. C'est super important. Ne pas avoir peur, surtout aussi quand on est coach d'une équipe 2, d'aller prendre une équipe 1, où chaque week-end, tu joues la vie du club, tout le monde est... Ça augmente ton stress, mais justement, dans ton stress, c'est là que tu vas apprendre à te connaître. Vraiment, une équipe fanon, c'est très important. Je suis d'accord avec ça. Je suis très d'accord avec ça. Et du coup, est-ce que tu ne penses pas que les clubs aussi devraient pousser les coachs à sortir de leur zone de confort, ou c'est pas leur avantage? Non, c'est pas leur avantage. Moi, par exemple, je pense que ça aurait été bien que je reste encore à Bonneuil, parce qu'il y a encore des choses à faire. Mais le potentiel d'un club, c'est difficile à mesurer. Il y a beaucoup de gens qui pensent que dans tel club, il n'y aura jamais. Dans tel club, il y a, mais il n'y aura jamais plus. Moi, perso, je pense qu'à Bonneuil, il y a encore moyen de faire des choses, même si on a un club petit, parce qu'on a une petite population et qu'on récupère surtout des gamins de Valenton ou des gamins de Créteil qui ne veulent plus y rester. Mais c'est quelque chose qui... C'est complexe. Ça dépend aussi de ton caractère. Je vois. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas encore au bout du jour, donc à voir à l'avenir, peut-être que ça changera. Ok, très bien. On arrive bientôt vers la fin. Et généralement, les questions que je pose, c'est en tant que coach, si tu avais un conseil à donner pour un joueur, on va dire un joueur senior, qui pense pouvoir jouer en N3 par exemple, quel conseil tu lui donnerais? Alors du coup, il n'y est pas en N3, ça? Non, il n'est pas encore, c'est un jeune joueur qui se dit que je dois jouer en N3 minimum pour ensuite rester vraiment à un niveau national entre guillemets. Et que la N3 c'est juste un passage pour lui. Oui, alors du coup, surtout, si jamais tu rentres dans un projet, donc c'est à toi que je parle, si tu rentres dans un projet, n'abandonne pas pendant la saison, n'abandonne pas au début parce que tu n'as pas ce que tu voulais, ou au milieu parce que tu n'as pas encore ce que tu voulais, ni à la fin. Va au bout du projet dans la saison, va jusqu'à la fin de la saison, prends ce qu'il y a à prendre, et ensuite, si tu vois que tu es parti du point A au point B et qu'il n'y a pas eu de progression et que tu es le même joueur, effectivement, il faut aller trouver quelque chose qui te correspond plus. Mais je vois trop de jeunes, de joueurs qui viennent et quand ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ils arrêtent. Sauf que pendant 8 mois, tous les autres joueurs continuent à s'entraîner, toi tu ne t'entraînes pas. Donc tu vas à gauche, à droite, mais tu n'es plus dans un système
d'équipe, de compétition. Si tu joues pas beaucoup en une, deviens pote avec le coach de l'équipe 2, joue avec l'équipe 2. Si tu sens que le coach de l'équipe 1 ne te fait pas confiance, essaye de lui demander ce qu'il aimerait que tu fasses. Et s'il est honnête et que tu arrives à te dépasser et à atteindre les objectifs ou les choses qu'il t'a dit, tu auras ta chance. Moi, je pense que les joueurs ils ont toujours leur chance, mais que certains n'attendent pas en fait. Il y a les blessés, il y a les joueurs relous qu'on fait plus jouer, il y a les joueurs professionnellement, il y a des changements, il y a les méformes, on n'en parle pas des méformes. Moi, j'ai même des joueurs qui ont l'humilité dans mon groupe de me dire que si je suis pas bon, tu peux mettre quelqu'un devant moi. Je ne l'ai pas encore fait, ils n'ont pas encore été en méforme. Déjà, c'est très fort. Moi, je suis très honnête de pouvoir dire ça. Oui, après, peut-être on a une relation où ils peuvent me le dire. Justement. Mais c'est comme les joueurs, il y a des joueurs, bon, là on arrive à la fin de l'autre. Il y a des joueurs qui pètent un câble parce qu'ils ne sont pas dans le centre. Mais après, c'est une discussion qu'avec des coachs, quand ils vont monter, enfin certains, quand ils vont monter, ils disent ben oui, on s'en fout du 5 majeur. Le 5 le plus important, c'est celui qui termine le match. On le sait tous. Bien sûr. Il y a des remplaçants, il y a des mecs qui sont remplaçants, ils n'aiment pas être remplaçants. Je parle beaucoup avec certains joueurs. Il y a un gars dans mon équipe, c'est le premier remplaçant, c'est le premier que je fais rentrer. Ça veut dire quand je suis dans la merde avec mes 5 joueurs qui sont sur le banc, c'est le premier mec que je veux mettre sur le terrain. Ça se trouve, c'est encore mieux d'être dans le 5 majeur. En fait, il faut essayer de lire entre les lignes. C'est-à-dire, on ne va pas tout vous dire, on ne va pas tout vous expliquer, on ne va pas tout le temps vous rassurer. Des fois, on va vous challenger. Il y a un truc que j'aime bien développer aussi, c'est parfois dire à un joueur qui ne peut pas le faire. Il arrive à le faire. Et ben, je lui dis, je suis le premier à dire bravo, fais-moi taire. Et ça, c'est un truc que je demande beaucoup aux joueurs. Quand je vous dis que vous ne pouvez pas, faites-moi taire. Faites-moi taire. Et honnêtement, après, moi, j'applaudis. Si j'ai dit que tu ne pouvais pas et que tu y arrives, ça veut dire que tu t'es dépassé et que tu n'as pas laissé une personne dire que tu ne pouvais pas. Voilà. Le dépassement de soi, ça, c'est des choses que certains joueurs n'ont pas encore et qu'ils ont plus besoin d'être rassurés que de se dire qu'ils me dépassent. Et je pense qu'un joueur qui a besoin que je lui dise, par exemple, t'inquiète pas, qui a besoin d'être rassuré, moi, c'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Moi, je pense que si tu veux quelque chose, tu dois aller le chercher. Et évidemment, on ne peut pas faire ça avec tout le monde. Évidemment, il y a des c'est ça, et surtout, il y a des cadres dans une équipe où eux, ils vont peut-être, au début, ils ont un prérequis c'est eux d'abord. Mais après, la saison, elle est longue, et tu vas progresser. Mais il faut les bousculer, parce que si tu les bouscules pas, eux, ils vont rester au même niveau, et moi, mon équipe, elle va pas progresser. Le dernier des remplaçants, le joueur le plus nul des 15 joueurs, s'il se donne à fond, c'est toute l'équipe qui monte. Et ça, c'est un vrai problème, parce que il faut que le mec il ne s'essouffle pas, et il faut lui parler, il faut lui dire qu'il a fait une bonne séance quand il l'a fait, et lui dire que continue à lui rentrer dedans. Et en plus, des fois, les cadres, quand ils entendent ça, ils sont un peu orgueilleux, donc ils arrivent à rentrer dedans, et c'est tout. C'est tout le monde qui gagne. C'est tout le monde qui monte. Mais il faut l'accepter. Exactement, ça c'est le plus dur. Ok, très bien. Et du coup, généralement, je pose la question au coach, c'est toi en tant que coach, si tu devais, entre guillemets, lister tes qualités en tant que coach, et ensuite nous dire les points d'amélioration en tant que coach. Après, on a un peu évoqué les sujets tout à l'heure, mais là, si tu pouvais lister comme ça. Les points positifs, clairement, c'est l'écoute, l'adaptabilité. Aussi, moi je donne tout. Moi je le dis clairement, je donne tout. Ma femme, si elle m'entend, elle le sait. Si c'est son anniversaire, on va manger à midi parce que ce soir j'ai entraînement. Moi je donne tout pour mon groupe, je viens tout le temps. J'essaie de faire le maximum, j'essaie de négocier des trucs pour eux en plus quand c'est possible. Même si des fois, si on doit dépenser de l'argent perso, on en donne. C'est-à-dire, moi je pars du principe quand on est ensemble, c'est pendant 1 an. Des fois c'est court, mais 1 an, on est une famille donc je donne tout. Après, mes points négatifs, je manque de patience. Des fois, je suis un peu stressé quand même. Mais si je suis stressé, c'est que je suis impliqué. Donc, du coup, ça va de pair. Mais les points d'amélioration. On est plus dans un truc de travail de gestion de stress. Ouais, il ne faut pas montrer son stress parce que l'équipe, elle n'a pas besoin de ça. L'équipe, elle a besoin d'avoir des certitudes. Moi, je suis stressé avant les matchs. Une fois que le match commence, c'est un petit peu comme si je me transformais. Je suis une autre personne. Mais avant, à la maison, j'ai même essayé de développer des trucs où le matin, j'essaie d'aller faire une petite marche pour m'aérer la tête. J'ai une playlist le week-end où il n'y a aucune musique négative à l'intérieur. C'est une musique où tu vois, te mettre dans une bonne vibe.
En fait, et je te cache pas que c'est en regardant un peu les vidéos que tu as proposées avec d'autres coachs où ils donnent des tips comme ça. Et moi, j'aime bien parce que ça peut m'aider à. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, ce que les autres coachs ils font et qui fonctionne, il faut l'utiliser. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien ce format-là, parce que ça me donne des tips. Et le truc dont la playlist est un peu cool, c'est un truc que j'ai entendu dans une de tes. Donc, du coup, j'essaie d'utiliser donc, le jour du match, j'essaie de ne pas m'embrouiller avec ma femme. Je fais pas les devoirs avec mes enfants parce que ça arrive un peu. Donc, voilà, donc tous ces trucs qui peuvent un peu me. J'essaie de garder mon énergie mentale en fait pour le game, quoi. Mais c'est totalement vrai, et ça c'est bien du coup, parce que généralement on demande à des joueurs d'avoir une sorte de routine d'avant-match. Oui. En fait, on en parle jamais pour les coachs. En fait, Une un routine coach de coach. a besoin d'une routine d'avant-match. Parce qu'effectivement, on va s'occuper de 10 personnes, on va devoir gérer l'arbitre, on va devoir gérer la table, plein de choses. Bah, justement, il faut se préparer un peu Tout à fait. mentalement à tout ça en fait. Parce que ça prend beaucoup d'énergie. Ok, très bien. Et du coup, juste, je sais pas, on n'en a pas parlé peut-être. Toi, avec l'équipe N3, tu as été un assistant ou pas? Non, jamais. J'ai pas d'assistant cette année. J'ai jamais moi été assistant. C'est quelque chose que j'aimerais développer. Bon, on va pas parler de la situation forcément de Sama, mais on m'a pas donné l'opportunité d'avoir un assistant. J'ai allé chercher un qui était gratuit, mais honnêtement, pour ce que moi je vais demander, C'est dur aujourd'hui d'avoir l'assistant parce qu'en fait, malheureusement, les clubs ne veulent pas payer l'assistant. Oui, entre guillemets. oui. Ce qui se comprend par rapport au. Demander à un type de s'investir autant Et sans oseille, c'est compliqué. Si j'arrive à éventuellement à faire monter mon salaire, bah, du coup je vous donnerai un petit peu, mais en l'état actuel des choses, j'ai pas d'assistant. L'année dernière, j'ai eu la chance, alors sur les 3 équipes, j'en avais un à chaque fois, mais c'était nécessaire parce que les week-ends, je travaille pas. L'année dernière, j'avais eu la chance d'avoir ici à Savoie, j'avais Pierre, à Bonneuil, j'avais Patrick, et à Joinville, j'avais un entraîneur du club qui s'appelle Sanad, et en fait, franchement, c'était 3 personnes avec beaucoup de patience et qui vont être de bons entraîneurs. Donc en gros, l'année dernière, j'étais vraiment bien. Là, cette année, je suis un peu seul au monde, mais je discute avec les joueurs. Ok. Donc tes capitaines et tes cadres sont un peu, on va dire ta voix sur le terrain. Ouais, c'est ça. J'ai mis 3 capitaines. Enfin, c'est comme un conseil de sage. Je l'ai fait aussi l'année dernière aussi avec Bonneuil. C'est important d'avoir 3 personnes avec qui tu peux communiquer parce que tu ne vois pas tout dans l'équipe. Et de manière différente en plus. Exactement. 3 visions différentes. Donc des fois, on va même te dire, Machou, t'as abusé. L'année dernière, on l'a beaucoup dit. Mais cette année, j'en ai 3 et je peux communiquer avec eux. Et le vestiaire, ça reste un truc de joueur. Moi, je rentre presque jamais dans le vestiaire. C'est leur endroit. Les discussions qu'ils ont entre eux informelles, je peux pas rentrer dedans. Mais des fois, ils peuvent se faire le relais. C'est quelque chose qui peut m'aider. Donc, je le mets en place. Mais un assistant, si vous êtes intéressé, que vous n'êtes pas cher, contactez-moi. Ok, très bien. Bon, je sais pas, le message il est lancé. Et ensuite, pour finir, c'était pour savoir, dans l'avenir, toi en tant que coach, qu'est-ce que tu ambitionnes en général, au-delà de Bonneuil, de Saint-Maur et tout ça, qu'est-ce que tu ambitionnes? Est-ce que tu as un niveau que tu vises? Est-ce que tu as un diplôme que tu vises? Des choses comme ça. Après, c'est bizarre, hein, parce que le DE, je voudrais le passer quand même. Même si je sais que dépasser la N3 et peut-être monter de N3 à N2, c'est quelque chose qui est faisable, que j'aimerais qu'il m'arrive et qui arrive au club dans lequel je serai. Mais un truc qui me plairait beaucoup, c'est prendre une année plus tard. Hein, il ne faut pas toujours tout remettre à plus tard, parce qu'après ça ne se fait pas, mais prendre une année, un congé sans solde, d'aller entraîner une équipe à l'étranger pendant 1 an pour vraiment découvrir un autre truc, un autre endroit. Donc, un peu choc de culture, c'est de culture. Vraiment. Et voir comment tu fais ça. Ouais, et puis essayer de parler en anglais du coup, mais vraiment, ça c'est un truc qui m'intéresserait vraiment beaucoup. Que ce soit en Europe ou même dans un autre continent, franchement, c'est un truc qui m'intéresserait pour C'est une expérience de vie. Voilà, parce qu'ici on connaît que le basket francilien. Exactement. Mais ça pourrait être aussi aller coacher une saison en Provence. Hein. Ouais. Mais à l'étranger, ça me botterait vraiment plus. Oui, je vois. Parce qu'en fait, tu peux être gagnant sur plein de. C'est encore une vraie expérience de vie. Oui, voilà, c'est ça. C'est au-delà du basket, ce sera une expérience de vie. Ok, très bien, je vois très bien. Du coup, je te remercie de m'avoir reçu après ton entraînement. Il est un peu tard, j'avoue que ta femme et tes enfants surtout. Enfin, on va pas. Merci en tout cas de nous suivre et ça fait plaisir d'avoir des coachs. Si jamais le concept aide des coachs sur certains points et tout, c'est toujours ça de gagner. Et moi, personnellement, comme je suis au début,
Bah, c'est pour ça aussi que j'ai bien aimé les formations, dans le sens où, en fait, moi je trouve que quand on discute avec des coachs, on progresse tout le temps. On est toujours gagnant. Même si c'est toujours, ça peut être juste une virgule, c'est toujours ça de gagner. Ouais, moi, pour le mot de la fin, bah, merci de m'avoir posé ces questions. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et comme je le disais tout à l'heure, regardez les vidéos. Ne regardez pas forcément moi, mais regardez les autres coachs. Il y en a qui marchent très bien, il y en a qui parlent. Des fois, le format est long, il dure 1h30. Mais vous pouvez le regarder 20 minutes et après, plus tard, 20 minutes, et ainsi de suite. Et on apprend plein de trucs, plus qu'au CQB. Ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt sur la parole coach.